moment même que nous vivons. Et je sais quel est le sentiment des Français, comme le vôtre, depuis notamment cette terrible année 2015. Dans quel monde sommes-nous? Où allons-nous? Comment pouvons-nous maîtriser les événements? Comment pouvons-nous être de nouveau maîtres de ces événements? Dans ce moment-là, il faut affirmer notre vision. Et il faut aussi rappeler quelques grandes vérités. La première, c'est que malgré les difficultés, les interrogations, les doutes, les colères, je les connais, je ne les ignore pas. J'ai la conviction profonde que la gauche n'a jamais eu autant besoin du Parti socialiste. Et je le dis bien sûr devant Guillaume Bachelet, dirigeant talentueux du Parti socialiste, son numéro 2, qui œuvre pour la rénovation du Parti socialiste et notamment de son projet. Et je veux saluer aussi Nicolas Rouly, qui est le responsable des socialistes de la Seine-Maritime. Et il sait bien aussi combien nous avons besoin sur le terrain de nous régénérer. Mais je ne crois pas, même si cette rénovation, cette refondation, ce dépassement sont nécessaires, parce qu'on voit bien que les partis politiques sont au bout de quelque chose. Il y a l'histoire, je la respecte profondément, les valeurs, celles de la gauche, qui se confondent avec celles de la République, elles sont toujours là, mais nous voyons bien que le mode d'organisation doivent changer et que nous devons tout faire pour rassembler. Mais je ne crois pas qu'il faille retourner, comme l'espèrent certains, dans l'opposition pour clarifier nos positions. Je ne crois pas à la petite musique qu'on retrouve, comme on dit improprement, je crois d'ailleurs, à la gauche de la gauche. Je ne crois pas à la petite musique des défaites salvatrices. Ce qui fonde la différence entre nous, socialistes, sociodémocrates, peu importe l'appellation, et parfois une partie minoritaire de la gauche, c'est que nous avons toujours assumé les responsabilités, parce que les Français nous ont confié l'exercice des responsabilités, toujours dans des moments difficiles. Ce que je sais, en revanche, aussi, c'est que chaque fois que la gauche a gagné, elle l'a fait dans le rassemblement, avec un seul souci, et c'est là où elle est grande. Ce n'est pas quand elle se parle à elle-même, ce n'est pas quand elle se querelle, c'est quand elle s'adresse à tous les Français. C'est quand la gauche sait répondre à l'intérêt supérieur des Français. C'est dans ces moments-là qu'elle est grande et qu'elle est écoutée par nos compatriotes. Car devant nous, la droite avance son projet, toujours plus brutal. Et l'extrême droite, qu'on entend peu, à vrai dire, séduit en effet de plus en plus avec son projet mortifère, si loin des intérêts de la France. Qui peut penser que l'émiettement à gauche, les petites chapelles, les destins individuels soient un rempart face à ces défis, face à la brutalité de la droite et face à la montée des populismes? Nous avons donc une responsabilité, et c'est mon rôle de le dire, et c'est mon rôle surtout d'y participer, être ce bloc de stabilité, cette force qui fédère, cette force centrale de la gauche, mais aussi du pays, capable non pas d'imposer, mais d'agréger et de rassembler, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, les Français. Les jeux, donc, ne sont pas faits. Nous pouvons l'emporter. Nous devons non seulement tenir, comme certains d'entre vous me le disaient il y a un instant, tenez bon, me disiez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous devons non seulement tenir, mais redoubler d'efforts. Car la seconde vérité, ce que je crois en tout cas profondément, c'est que la France n'a jamais eu autant besoin de la gauche. La gauche, je vous le disais, c'est l'autorité. C'est la sécurité face à la menace terroriste. Jamais, bien sûr, la menace n'a jamais été aussi importante, mais jamais un gouvernement n'avait jamais fait autant pour faire face au terrorisme. Et à ce terrorisme qui peut encore aujourd'hui frapper parce que la menace n'a jamais été aussi importante. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes dotés des moyens pour y faire face. Et s'il n'y a pas de risque zéro, nous sommes, comme le dit un autre Normand célèbre, Bernard Cazeneuve, 100% engagés. Mais la gauche, c'est aussi le progrès social. C'est le droit des salariés. C'est être à l'écoute des plus modestes. Et c'est le sens de la loi travail. Et parlons concrètement, parce qu'il y a tant de démagogie, de mensonges. Décentraliser le dialogue social, faire confiance aux salariés, aux entrepreneurs, aux plus proches du terrain, c'est un progrès. Donner plus de force aux syndicats en les dotant de moyens supplémentaires,
en permettant aux salariés de TPE et de PME d'être mieux représentés, c'est un progrès. Accompagner les jeunes en difficulté, les suivre au plus près jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi grâce à la garantie jeune qui est un succès, et vous le voyez bien sur le terrain, c'est un progrès. Permettre à chacun, grâce au compte personnalité d'activité, cette sécurité sociale professionnelle que nous portons depuis longtemps avec les syndicats. Permettre à chacun, donc, grâce au compte personnel d'activité, de ne pas perdre ses droits quand il quitte son emploi ou se fait licencier, c'est un progrès. Donner des heures de formation à ceux qui quittent le système scolaire sans diplôme, à ceux qui sont peu qualifiés pour qu'ils puissent apprendre un métier, c'est un progrès. Créer un droit à la déconnexion à l'heure d'Internet pour que les salariés ne soient pas constamment sollicités sur leur portable en dehors des heures de travail, c'est un progrès. Casser les rigidités du marché du travail pour que les entreprises embauchent en CDI plutôt qu'en CDD, c'est un progrès, parce que ce qui est insupportable, c'est le chômage de masse qui existe dans notre pays depuis 30 ans. C'est le fait qu'une partie de nos concitoyens n'aient pas accès au marché du travail et que ceux qui, aujourd'hui, dans leur grande majorité, qui sont au chômage, ce sont d'abord les salariés peu formés, peu qualifiés, souvent les jeunes, souvent les femmes, souvent des habitants des quartiers populaires ou des territoires ruraux. Et pour toutes ces raisons, la loi travail, portée avec talent et avec courage par Myriam El Khomri, loi travail qui va revenir à l'Assemblée nationale après le vote solennel mardi prochain au Sénat, et où chacun a pu, Marie Le Verne le rappelait, voir quelles sont les différences entre la gauche et la droite. Et je m'étonne toujours que certains, à gauche, soient d'abord en train de critiquer le Parti socialiste, alors qu'ils ont en face d'eux le vrai projet qui est celui de la droite et qui les attend. Et pour cela, le texte qui va revenir à l'Assemblée nationale doit être adopté. Et pour cela, nous entendons, avec le Président de la République, avec la ministre du Travail, continuer bien sûr à dialoguer, à convaincre, mais en tenant fermement le cap. Et si la France a besoin de la gauche, c'est aussi parce que la gauche apporte des résultats. Je connais le scepticisme, je connais les doutes, nous les avons évoqués. Je connais bien sûr la réalité que vivent beaucoup de nos concitoyens qui sont en souffrance. Le chômage reste la grande difficulté. Une légère hausse du nombre de demandeurs d'emploi a été annoncée vendredi. Mais sur les 3 derniers mois, ce sont 70 000 chômeurs en moins. En 12 mois, ce sont 180 000 emplois qui ont été créés dans le secteur privé. Et nous ne l'avons pas assez dit. La droite nous a laissé un pays au bord de la faillite en 2012. Une dette gonflée de 600 milliards d'euros, une croissance à l'arrêt, une compétitivité en panne, un différentiel avec l'Allemagne qui s'était aggravé au cours des 10 années où elle a été au pouvoir. Nous avons fait une erreur en 2012, de ne pas dire clairement les choses sur l'état du pays. Et donc, avec constance, sérieux, sans mettre en cause nos grandes priorités, école, culture, sécurité, emploi, nous avons agi pour réduire le déficit de 5,1% en 2011 à 3,6% en 2015, et nous tiendrons l'objectif des moins de 3% en 2017, non pas pour répondre à je ne sais quelle injonction, mais parce qu'ici, et notamment les élus le savent, mais également les plus anciens le savent également, ce que cela veut dire vivre avec une dette pour un pays et combien cela peut reposer ensuite sur les futures générations. Nous l'avons fait tout en baissant les charges des entreprises, tout en baissant aussi parce qu'ils avaient toutes trop augmenté, parce que ça avait été une rupture entre les citoyens et les responsables publics, ces impôts qui ont trop augmenté. Et depuis 2014, depuis que je suis Premier ministre, les impôts des ménages modestes et des classes moyennes baissent, et ils baisseront encore à la rentrée prochaine, puisque les parlementaires de la majorité l'ont voté il y a quelques mois. Même s'il y a beaucoup à faire, notre politique porte ses fruits. Bien sûr, dans le fracas de l'actualité, on ne l'entend pas, mais la croissance est revenue, 1,2% en 2015. Elle doit être à 1,6% en 2016. Et ceci notamment, et il faut l'assumer, et il faut en être fier, grâce à notre politique pour encourager l'investissement des entreprises. Et les dernières prévisions de l'INSEE le disent. Bien sûr, il y a un euro pas cher, il y a le niveau du pétrole, il y a des taux d'intérêt qui sont bas, mais assumons aussi ce que nous avons fait. Cette situation est également possible
Et vous le voyez bien, vous qui vivez dans ce territoire, avec des entreprises importantes, des petites entreprises également, puisque ce sont elles qui créent de l'emploi grâce au pacte de responsabilité, grâce au CICE, grâce aux mesures, la prime d'embauche et le suramortissement pour les petites entreprises. Les entreprises ont reconstitué leurs marges, ont pu de nouveau investir, embaucher, former, augmenter même d'ailleurs les salaires. Et toutes les critiques que nous entendions, n'est-ce pas, cher Guillaume, à propos du pacte de responsabilité ou du CICE, aujourd'hui, on va les entendre moins parce qu'il y a des résultats et parce que le chômage baisse de nouveau. Et nos entreprises sont devenues plus compétitives. La confiance des ménages, c'est d'ailleurs assez étonnant quand on regarde parfois l'état politique du pays, est au plus haut depuis 2007. Les choses vont dans le bon sens. Bien sûr, il y a ces Français qui souffrent parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont dans la précarité. Il y a aussi, je pense, à ces retraités, ces hommes et ces femmes qui ont travaillé toute leur vie avec des retraites qui sont trop petites. Il y a cette situation sociale et que personne ne peut oublier. Mais c'est aussi pour cela que nous avons créé la prime d'activité. C'est aussi pour cela que nous avons augmenté le RSA. C'est aussi pour cela que nous n'avons jamais touché. Au contraire, nous avons augmenté les petites retraites. Donc il faut être fier, il faut être confiant. Mais tout ce que nous faisons a besoin d'un cadre plus grand, un projet collectif qui nous permette de peser à l'échelle du monde. Et pour cela, nous devons être à l'initiative. Car la troisième vérité, mes chers amis, c'est que l'Europe a plus que jamais besoin de la France. Et dans ce moment historique, cela est attendu. Le peuple britannique a décidé. Il a dit non. Il a dit, dorénavant, l'Europe, l'Union européenne, ce sera sans nous. Ce non, il faut l'entendre, il faut le respecter. Entendre le refus d'une Europe, même si la Grande-Bretagne a ses particularismes, je rappelle qu'elle n'était ni dans la zone euro, ni dans l'espace Schengen, mais entendre le refus plus général, nous le voyons bien, nous le ressentons, d'une Europe vécue soit comme inutile, soit, au pire, même si c'est injuste, comme la cause de tous les problèmes. Et on ne pourra pas, cette fois encore, asséner de grands principes. Ça ne marche plus. Le Brexit, c'est une injonction, en tout cas, prenons-le ainsi, pour que l'Europe existe réellement, existe dans la vie, dans le quotidien des gens, et positivement. Et nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les avertissements lancés. Il y en a eu tant en Europe et en France au cours de ces 10 dernières années. Le référendum de 2005, dans notre pays, en était un. Et nous avons cru pouvoir dépasser les fractures, panser les plaies en mettant encore une fois les débats sous le tapis. Mais encore une fois, une clarification est nécessaire. Parlons-nous franchement. Nous ne savons plus expliquer le projet européen. On a répété pendant des décennies la paix et la prospérité. C'est vrai, ô combien juste, car grâce à la réconciliation entre la France et l'Allemagne, grâce à la volonté des pères fondateurs de l'Europe tirant les leçons des tragédies du XXe siècle, on a construit une Europe pour la paix. Une Europe qui a accueilli aussi les pays sortant des dictatures, d'abord du sud de l'Europe et ensuite de l'Est. Une Europe qui fait toujours rimer paix et prospérité. Mais aux yeux de ceux qui souffrent, aux yeux de ceux qui sont en difficulté, parfois même des nouvelles générations, en tout cas dans notre pays, ces justifications se sont vidées. Et la réalité, c'est que l'Europe est vue comme faible, naïve, technocratique, dictant ses choix aux nations souveraines, incapable d'assurer la sécurité, incapable de maîtriser ses frontières, de faire face aux défis migratoires. Je mets des guillemets à ces expressions, mais c'est bien ce que nous entendons. Nous devons donc retrouver les sources de l'adhésion et surtout réinventer les causes de l'adhésion et du projet fondateur. Pourquoi sommes-nous Européens? Pourquoi nous réunissons-nous? Quel est notre projet collectif? Quel intérêt avons-nous à être ensemble?
Pour défendre quelles valeurs? Et la question qui se pose, là aussi, est celle du sens. Elle se pose en France, elle se pose en Europe, et c'est normal, tant le destin de la France et de l'Europe sont liés. Et ma certitude, c'est que l'Europe est un continent aux valeurs universelles et à l'identité singulière. C'est un espace de civilisation, c'est une culture, c'est une identité. Être européen, c'est défendre les droits de l'homme, les grandes libertés d'opinion et de conscience, c'est croire dans la démocratie, c'est avoir des valeurs, une culture commune, une certaine idée de la dignité humaine. C'est pour ça qu'il fallait et qu'il faut répondre à la crise des réfugiés dans la maîtrise, bien sûr, mais en faisant vivre ce droit, qui est celui du droit d'asile. L'Europe est le seul continent qui abolit la peine de mort. Et puis il y a aussi ce combat contre les discriminations, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, que l'Union mène depuis des décennies. Notre modèle social est gravé dans la Charte des droits fondamentaux. Être européen, c'est avoir une ambition au-delà de nous-mêmes, et l'Europe n'est jamais autant elle-même que lorsqu'elle porte des causes universelles. Nous l'avons démontré avec quelle force à Paris, et l'Europe était unie lors de la COP 21. L'Europe, c'est cela, une vision pour le monde, et des racines philosophiques, spirituelles, religieuses, qui puisent au plus profond des siècles, et beaucoup d'autres choses encore. C'est ce que de Nicosie à Stockholm, de Lisbonne à Haïga, nous avons en partage. Et l'Europe a des frontières, oui, des frontières extérieures, qui ne sont pas que des postes de douane, mais aussi des limites symboliques qui disent ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. L'Europe commence et s'arrête quelque part. Si elle veut être une puissance, il faut qu'elle le dise clairement. Ça ne peut pas être une course à l'adhésion vers d'autres grands espaces que nous respectons. Et il faut, de ce point de vue-là, d'ailleurs, construire des relations puissantes avec la Russie, avec la Turquie, et bien sûr avec l'autre rive de la Méditerranée. Mais l'Europe, elle est délimitée par des frontières, pour que chacun comprenne où est cette identité, où sont ces cultures. Le sens de l'Europe, c'est aussi d'assurer la sécurité des Européens. L'espace Schengen, qui était considéré comme une grande opportunité, est aujourd'hui ressenti comme une menace, parce que cet espace serait inefficace, et nous devons retrouver la pleine maîtrise en contrôlant la circulation des individus, des capitaux, mais aussi des armes. Et grâce à la France, et notamment à l'action de son ministre de l'Intérieur, un accord vient d'être trouvé pour créer des gardes-frontières européens. Il était grand temps. Et c'est comme cela aussi que l'Europe peut être crédible. Il ne suffit pas de dire que nous sommes pour la sécurité et la maîtrise de nos frontières, mais il faut aussi des actes, des gardes-frontières, des hotspots pour faire face à la crise des réfugiés, c'est-à-dire des centres où on puisse voir qui sont ceux qui sont susceptibles d'être accueillis dans le cadre du droit d'asile et ceux qui doivent être reconduits, dignement bien sûr, mais reconduits cependant dans leur pays. Nous devrons aussi nous donner davantage les moyens de mieux intervenir sur les théâtres extérieurs. C'est la France, en grande partie, qui assume cette responsabilité, qui est leader d'ailleurs en Afrique ou au Levant, alors que le monde est plein de menaces, alors que le terrorisme islamiste nous a déclaré la guerre. Comment voulez-vous que les peuples puissent pleinement adhérer ou réadhérer ou croire dans cette belle idée de construction européenne si d'abord nous ne sommes pas capables, face aux menaces du monde, de leur assurer leur sécurité? Ils se tourneront, si nous ne sommes pas capables de le faire, vers la démagogie, vers ceux qui prônent le retour aux frontières d'avant. Le sens de l'Europe, c'est enfin de défendre nos intérêts économiques, pas d'organiser la course au moins-disant social entre ses membres, ce qui est arrivé au cours de ces dernières années, chacun l'a bien ressenti. Et il faut rompre d'ailleurs avec cette candeur dans laquelle nous vivons depuis trop longtemps. Regardons le monde autour de nous, les États-Unis, la Chine, l'Inde, défendent becs et ongles leurs intérêts. Je pense à la sidérurgie. Nous serions les seuls à ne rien faire, à subir. Je pense aussi à l'agriculture, à la pêche. Et vous savez de quoi je parle. Nous avons des parts de marché à préserver, mais devons aussi être offensifs pour en conquérir de nouvelles. Il y a eu des choix qui ont été faits.
Et je pense notamment au choix dramatique fait par un gouvernement de droite, avec un ministre de l'Agriculture que vous connaissez bien, Bruno Le Maire, qui a été la suppression des quotas laitiers et qui explique la crise que vit aujourd'hui cette filière de notre agriculture. Donc c'est à nous de défendre cette vision d'une Europe puissante, protectrice et qui réponde réellement à ce qu'attendent les acteurs économiques, et pas seulement dans le secteur de l'agriculture. L'Union doit savoir élever la voix, affirmer ses positions dans tous les domaines, commercial, financier, mais aussi social, environnemental, culturel. Dorénavant, aucun accord de libre-échange ne doit être conclu s'il ne respecte pas les intérêts de l'Union. L'Europe doit être ferme. La France y veillera. Et moi, je vous le dis franchement, il ne peut pas y avoir d'accord traité transatlantique. Cet accord ne va pas dans le bon sens. Il imposerait de nouveau, là aussi, une vision qui ferait le lit non seulement des populismes, mais tout simplement une vision qui serait mauvaise pour notre économie. Nous avons des liens amicaux, politiques, diplomatiques, économiques avec les États-Unis d'Amérique. Mais si l'Europe est un espace civilisationnel, si l'Europe a sa propre vision de l'intérêt qui doit être le sien dans le monde, c'est précisément pour ne pas tomber de nouveau dans ce piège. Et le corollaire, c'est bien sûr de bannir le dumping social, fiscal, au sein même de l'Union, avec en particulier un même salaire minimum et des règles très claires sur le détachement des travailleurs. Cette question est d'ailleurs fondamentale, car elle est en train de miner l'une des 4 grandes libertés fondamentales du traité de Rome. Je veux parler de la liberté de circulation de personnes. Et concernant le détachement des travailleurs, plusieurs centaines de milliers, et vous le voyez bien, sur des chantiers, même si je n'oublie pas que des Français, évidemment, aussi profitent, mais légalement, de cette directive pour travailler dans d'autres pays. Mais le travail détaché illégal fait des ravages, donne le sentiment aux salariés, aux ouvriers de ce pays, que d'autres, parce qu'illégaux, sur un dispositif qui ne respecte pas des règles, et notamment des règles sociales, ils perdent ainsi leur travail. Ça ne peut plus continuer ainsi. Et si le changement de directive tel que nous le proposons n'est pas accepté, alors il faudra poser cette question sur la table de discussion de l'Union européenne et renoncer à ce qui, aujourd'hui, met à mal la relation entre les salariés en Europe. Défendre nos intérêts économiques, c'est aussi être à l'offensive, devenir les leaders mondiaux en matière de transition énergétique, comme vous l'êtes dans ce territoire, et de révolution numérique. Et pour cela, il faut investir. Notre pays a déjà bénéficié de 14,5 milliards d'euros grâce au plan Juncker. Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'Europe, ça ne peut pas être uniquement la gestion des déficits. Une Europe qui est celle des conservateurs, des amis de tous les candidats à la primaire, qui portent au fond l'idée d'une Europe punitive pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Portugal, hier pour la France et surtout pour la Grèce. Grèce qui est restée dans la zone euro grâce d'abord à l'action de la France et du président de la République. Si l'Europe veut retrouver la confiance des Français, c'est précisément sur la capacité à investir, à créer de la richesse, à faire fructifier les grands domaines de l'économie de demain, l'énergie, le numérique, l'éducation. Voilà ce que nous devons porter. Il y a la question du sens et il y a la question de la méthode, de la manière dont l'Europe agit. Il faut mettre un terme à cette Europe tatillonne et triste. Trop souvent, elle est envahissante sur l'accessoire et désespérément absente sur l'essentiel. Il faut rompre avec ce dogme de toujours plus d'Europe et d'une Europe toujours plus intégrée. L'Europe ne doit pas agir par principe, mais à chaque fois que c'est utile et pertinent. Et quand l'Europe est la solution, il ne faut pas hésiter. C'est ce que l'on a fait avec la supervision des activités des banques. Mais quand l'Europe n'est pas le bon niveau de décision, alors elle doit s'effacer et laisser les États décider. Et je suis convaincu que de ce point de vue-là, les parlements nationaux doivent retrouver une plus grande place dans le débat européen. Car l'Europe, ça ne peut pas être la disparition des États souverains. Nos nations ont chacune une histoire longue. Il ne s'agit pas de tirer un trait là-dessus. La voix de l'Europe,
c'est la fédération d'États-nations. Ce n'est pas le fédéralisme. Nous devons démontrer que l'Europe, ce n'est pas le renoncement aux souverainetés nationales, mais leur exercice en commun, partout où l'efficacité le commande. Démontrer aussi qu'être européen, ce n'est pas s'asseoir sur le vote des citoyens. Être européen, c'est avoir le sens de l'histoire, le sens de l'intérêt général. C'est ne jamais mépriser les peuples. Voilà sur le fond, comme sur la méthode, ce que nous pourrions proposer aux citoyens français, aux citoyens européens, pour refonder l'Europe. La France, je vous le disais, doit être à l'initiative. Elle est à l'initiative. Elle est attendue. Hier, avec le président de la République, nous avons rencontré ensemble des responsables politiques représentés au Parlement français ou au Parlement européen. Nous avons rencontré le président du Conseil italien, Matteo Renzi, et nous sommes conscients d'ailleurs que dans les heures qui viennent, il faut rassurer, il faut faire en sorte notamment que la zone euro soit protégée des turbulences financières ou économiques, du choix qu'ont fait les Britanniques. Demain, François Hollande sera à Berlin pour formuler avec la chancelière allemande et le président du Conseil italien des propositions communes. Mardi, il se rendra au Conseil européen à Bruxelles. Je m'exprimerai moi-même à l'Assemblée nationale mardi pour informer le Parlement des suites du référendum britannique et préparer ce Conseil dans le cadre d'un débat, d'une discussion qui doit permettre d'éclairer nos concitoyens. D'abord, bien sûr, en respectant le choix des Britanniques, sans mépris, sans volonté de punir ce grand peuple, cette grande nation, mais ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Et il ne peut pas y avoir là de retour en arrière, de manœuvre. J'entendais que parmi ceux qui ont fait campagne pour la sortie, on voudrait déjà, d'une certaine manière, revenir sur ce vote. La Grande-Bretagne a fait ce choix. Elle doit donc quitter l'Union européenne, dans le respect, bien sûr, de nos règles, et notamment de l'article 50 de nos traités. Elle doit le faire dans la clarté, et vite. Ce n'est pas le congrès du Parti conservateur en octobre qui doit dicter, comme le rappelait hier d'ailleurs Jean-Christophe Cambadélis, le choix des Européens. C'est un pays, Marie le rappelait, ami, voisin. Nous savons ce que nous devons à la Grande-Bretagne. C'est une très grande nation, et nous continuerons, bien sûr, à avoir des liens forts avec ce pays. Je pense, bien sûr, aux accords de défense. Nous devons aussi nous adresser à sa jeunesse, dont 73% des 18-24 ans ont voté pour rester dans l'Union européenne. Mais un choix a été fait. Et à partir de ce choix, il faut refonder le projet européen. Je connais trop bien cette tendance à passer vite à autre chose, à chasser la gravité par une autre gravité. Mais la question, elle est grave, elle est historique. Et la mission du président de la République sera précisément faire en sorte que les Français soient unis autour des choix. Ça ne sera pas évident parce que nous sentons bien que d'un côté, la primaire de la droite fait que chacun est dans une course à l'échalote sur ces questions-là. Je lisais ce matin l'entretien du président des Républicains, Nicolas Sarkozy, sans vision, son projet, uniquement tourné vers la seule question de la sécurité. Elle est bien sûr essentielle, et je n'ai pas très bien compris d'ailleurs ce qu'il voulait proposer. Lui-même d'ailleurs, ne sait pas très bien s'il est pour que le couple franco-allemand joue un rôle important ou pas, même s'il s'est érigé d'ailleurs en porte-parole de la chancelière cette semaine, sans lui avoir d'ailleurs demandé son avis. Mais où est la vision ? Où est la vision ? Et si le seul débat porte sur la question migratoire, mais où est le débat pour l'avenir de l'Europe ? Et puis il y a bien sûr l'extrême droite. De ce point de vue-là d'ailleurs, hier je pense qu'une clarification a eu lieu. L'extrême droite, Madame Le Pen, sont revenus aux sources. Il ne s'agit pas uniquement de sortir de l'euro ou de revenir sur telle ou telle disposition. Madame Le Pen propose un référendum pour sortir de l'Union européenne, pour sortir la France, pays fondateur
pays qui a un rôle essentiel de sortir de l'Union européenne. Si les électeurs du Front National, qui sont dans la souffrance, qui vivent l'Europe telle que j'ai pu la décrire, qui s'inquiètent que cette Europe ne les protège pas suffisamment de la globalisation économique ou qui ne les protège pas assez face au terrorisme. Mais je ne suis pas sûr que ces Français, patriotes comme les autres, veulent voir la France sortir de l'Union européenne et tout simplement de l'histoire, abaisser notre pays, et l'extrême droite abaisse notre pays. L'extrême droite n'a jamais défendu les intérêts de la nation. Ce n'est pas son projet, ce n'est pas son idée, c'est de diviser, c'est de fracturer. C'est pour ça que nous devons être clairs et forts sur tous ces sujets et parler de l'Europe avec gravité, mais également avec enthousiasme, parce que ça reste évidemment le projet, et dans ce projet, la France a un rôle essentiel à jouer. Cette question, elle doit être traitée. Les peuples devront donner leur avis, et un grand débat doit s'ouvrir sur le projet européen. Beaucoup de choses se jouent dans les heures, dans les jours qui viennent. Et la position de la France, celle qu'exprimera le président de la République, celle que j'exprimerai mardi au Parlement, sera claire. Allez vite pour ce qui concerne la sortie de la Grande-Bretagne. Définir un projet qui parle clairement aux Français. Et la présidentielle de 2017 sera aussi l'occasion d'avancer et de trancher ce débat. Mes chers amis, l'époque nous met à l'épreuve. L'histoire est en train de se faire sous nos yeux. Et notre responsabilité, je vous l'ai dit, c'est d'être à la hauteur du moment. On m'a souvent reproché ces derniers temps ma gravité. Estelle Grelier me disait « mais j'espère que tu vas nous faire un peu sourire il y a un instant ». Mais c'est vrai que l'histoire est tragique, elle peut être tragique, elle s'invite de nouveau. Nous le voyons bien, le terrorisme, la crise effrayante des réfugiés avec ces morts en Méditerranée, le Brexit, vécu comme un choc par chacun, et on en parle beaucoup depuis 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les Anglais qui partent, ces Anglais que nous connaissons, qui sont ici, en Normandie, vos voisins. Et pour ce qui me concerne, je le dis avec pudeur, moi j'ai beaucoup changé dans l'exercice du pouvoir. On change tous, bien sûr. J'ai changé parce que cette année 2015, avec ces attaques terroristes, nous ont mis rudement à l'épreuve. Bien sûr ceux qui gouvernent, mais d'abord les Français, parce que je vois, je vous le disais il y a un instant, le danger, mais je vois également les fractures qui peuvent se créer dans notre pays. Les faits suite à l'assassinat de ce couple de policiers et de fonctionnaires dans le pays étaient terribles. Bien sûr, pour les policiers d'abord, parce que c'est chez eux, dans leur intimité, qu'on peut désormais les attaquer. Mais pour beaucoup de nos compatriotes attachés aux forces de l'ordre, mais qui évidemment ont peur. Il faut respecter d'ailleurs ce sentiment. Et il faut rassurer. Il faut montrer que nous sommes engagés dans une guerre qui sera difficile. Il y aura de nouvelles victimes. Il y aura de nouveaux attentats. Mais la force d'un pays, la force d'une nation comme la France, c'est d'être capable de résilience, de faire face. J'avais dit d'ailleurs, ça m'avait été reproché à des lycéens, lycée agricole, je me rappelle bien, en Seine-et-Marne, en janvier 2015. J'avais dit, votre génération va vivre pendant 10 ans avec cette menace et ces actes terroristes, parce qu'il y a bien sûr le terrorisme qui nous vient de Syrie ou d'Irak, mais il y a aussi, nous le savons, des centaines, des milliers d'individus qui sont radicalisés, qui peuvent représenter pour nous-mêmes un vrai danger. C'est pour ça que nous devons non seulement mobiliser nos forces de l'ordre, renforcer les services de renseignement, mais aussi lutter contre cette radicalisation. Oui, je parle et je l'assume avec gravité, et parce que ces moments-là ont fait peut-être mieux comprendre plus que jamais ce qui est essentiel. J'ai essayé de vous en parler, et ce qui est accessoire, les petites querelles, les divisions, les petits frondeurs, tous ceux qui, au fond, cherchent un mot sur une chaîne d'information continue et qui oublient l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir du pays. Mais si je garde ma force, mon énergie, mon enthousiasme, mon envie de poursuivre les réformes, mon envie de vous rencontrer, et j'aime ces moments, et je parcours ce pays que j'aime,
Et malgré les épreuves, je sais que c'est avec vous que nous pourrons mener de nouveau de belles batailles. Parce que être de gauche, et au fond, au-delà même d'être de gauche, être français, c'est refuser la fatalité. C'est croire que l'on peut changer non seulement le destin des individus, mais également le destin des nations. Et aujourd'hui, le destin des nations, il est en cause. Et c'est cette double exigence qui est devant nous. Donner à chacun les chances d'avancer, de se réaliser, ce qui implique de réformer et de protéger. Redonner aussi à notre pays la force, la confiance, la fierté et, je considère, comme citoyen, comme militant, comme responsable politique aujourd'hui, comme Premier ministre et demain, quelle que soit ma responsabilité, c'est de m'y impliquer totalement. Parce que je pense encore une fois que le destin de la gauche et de la France doivent pleinement se confondre. Alors oui, la France a besoin de la gauche.